Donc bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser le code d'un des élèves qui a rejoint l'accompagnement. Donc lui, il a fait une application de prédiction de paris sportifs. Donc là, voilà, j'ai récupéré son code sur GitHub et on va venir analyser son code ensemble. Je vais regarder les éventuelles erreurs qu'il y a, les optimisations qu'il y a à faire, toutes ces choses-là, pour que vous aussi, vous puissiez avoir un code robuste et maintenable. Ça, c'est un des critères, les gars. Si jamais vous voulez partir bosser en Suisse ou dans ce genre de pays, là, tout ce que je vais vous montrer, c'est des trucs qui regardent. Tu vois, c'est vraiment les détails. Le diable se cache dans les détails. Donc, cette vidéo, je pense qu'elle va intéresser surtout les juniors. Parce que ça, il y a des trucs, c'est des erreurs que typiquement, c'est les juniors qui font. Donc là, vu que j'ai un petit peu plus d'expérience, là, je crois que je dois avoir 10 ans d'expérience là en Angular. Donc là, ça, c'est un projet Angular. Mais après, en vrai, peu importe que ce soit du Type, que ce soit du React, Angular, Vue, du Node, du moment que c'est du JavaScript, c'est bon, c'est la même chose. Après, il n'y a que l'architecture du projet qui va changer. Donc, si jamais vous avez un code, un projet que vous avez fait et que vous voulez que je fasse une revue de votre code, ça pourra vous aider vous, ça va aussi aider les personnes qui veulent avoir un code plus propre. Bah, vous pouvez me contacter et je vais vous faire une analyse de votre code en vidéo. Pareil, pour ceux qui ont une application et qui veulent que je teste leur application, vous pouvez m'envoyer un message avec le lien de votre application et je vais la tester en vidéo, je vais vous faire tous mes retours. Donc ça, c'est quelque chose que je fais payer d'habitude, mais bon, là, je le fais parce que ça me fait du contenu moi aussi. Ça va vous aider, vous, et ça va aider aussi les personnes qui veulent lancer leur application. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui veulent apprendre à faire des applications mobiles ou bien des SaaS, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo et en commentaire épinglé, réserver un call avec moi. Je propose un accompagnement pour vraiment vous montrer tout de A à Z, comment faire une application, comment la monétiser, comment la référencer. Pareil pour les SaaS, là en plus je suis en train de bosser sur une SaaS à côté, c'est exactement les mêmes technos qui sont utilisés. Donc voilà, allez, on passe à la vidéo. Donc là, on se retrouve sur le code. J'ai déjà lancé le serveur front-end ici, là, le serveur back-end. Donc là, ça m'a généré mon serveur sur le localhost 4200, vous voyez que ça me l'a ouvert dans le navigateur. Donc là, on va l'afficher en mode téléphone parce que c'est une application mobile. Donc voilà, ça ressemble à ça, son application. Le design, il n'a pas encore terminé. Là, pour l'instant, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est focussez-vous d'abord sur les fonctionnalités principales de votre application. Soyez sûr que tout fonctionne. Et ensuite, après, vous faites le design. Parce que voilà, en général, quand tu vas coder, des fois, il y a des machins, tu vas te dire, putain, j'avais oublié cette fonctionnalité, ça serait bien de l'avoir, tu vas le rajouter, machin. Alors que si tu fais le Figma dès le début, bah après, il y a des boutons que tu auras oubliés, il y a des menus que tu auras oubliés. Donc ça, en général, tu fais le design en premier quand tu bosses dans une grosse entreprise. Dans une grosse entreprise, eux, ils auront un cahier des charges bien défini avec toutes les étapes, ils auront passé plusieurs mois à y réfléchir, ils vont faire le design, mais le design, ils seront sûrs qu'il sera bon, le design, parce qu'ils auront déjà pensé à toute l'architecture, tous les trucs là. Mais nous, on est des développeurs indépendants. Quand tu es développeur indépendant, tu n'as pas le temps, juste code ton application, l'architecture, elle est dans ta tête, et après, au fur et à mesure, tu vas adapter, et une fois que tu as une application qui tourne avec toutes les fonctionnalités, et ça marche nickel, bah là, tu vas prendre un mec, tu lui dis, tiens, fais-moi un design sur Figma, il va te le faire, et après, toi, HTML, CSS, t'adaptes, et voilà. Donc, vraiment, le design, c'est du détail. Là, son application, elle marche, donc là, tu sélectionnes la date, ça te met les matchs de la journée, et après, quand tu sélectionnes un match, je ne sais même pas tester encore, mais voilà, ça va te faire une prédiction du score du match. Donc là, en l'occurrence, c'est un match. Le résultat prédit, il ne l'a pas encore fait, mais après, normalement, il s'affiche ici, ça va te dire quelle est l'équipe victorieuse selon l'intelligence artificielle. Donc là, il a un modèle d'intelligence artificielle qu'il est en train d'enrichir avec les données, les historiques des matchs, s'il joue à domicile, à l'extérieur, tous ces trucs-là. Mais ça, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Donc là, allez, on commence directement dans le code. Donc là, je regarde, il a que deux tables. Donc la table profil, bon, ça, c'est des trucs de base. Et la table, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Et il a la modale ici avec toutes les informations. Donc on va voir comment il a codé ça et ce que je peux lui recommander. Donc là, on voit que le match, dans l'URL ici, ça correspond à la table 1. Donc, pour retrouver le composant qui correspond à ça, je vais voir le fichier de route ici. Donc, le fichier de route, c'est le fichier qui définit les URL. Donc, ça veut dire quand dans l'URL, tu as tab 1, tu vas charger le composant qui s'appelle tab 1 page. Donc là, commande, clic, et allez, on commence à regarder le code. Donc là, je vois très bien, il a bien mis le type de ces variables. Donc là, match, c'est un truc de type match. Moi, ce que je commande, bon, après là, il a juste mis type. Bon, normalement, tu mets interface. Moi, je mets des trucs comme ça. Tu mets interface et après, là, c'est bien aussi de mettre i. Comme ça, quelqu'un qui tombe sur la variable, il sait directement que i, donc, c'est une interface. Et si jamais tu fais une énumération, bah, tu mets enum. Là, c'est bien de mettre e, match. Comme ça, voilà, tu sais que c'est une énumération directement. Putain, ouais, l'IA, ils sont vraiment forts. Hein. Il a détecté que c'est un truc et il me propose directement les trucs. Donc là, allez, voilà, ça, premier truc. Mais là, on va pas le changer parce que j'ai envie que le code compile quand même. Donc, voilà, ça, j'aurais mis image et là, tu mets interface, mais ça, c'est du détail. La variable qui n'est pas utilisée, donc ça, en vrai, il peut la supprimer. String booléen, ça aussi, c'est bien, toutes les variables sont initialisées. Les gars, on ne veut pas voir ça. Ça, non.
initialisez toutes vos variables, même si c'est un string, parce que là, ça va être undefined. Donc, vous l'initialisez en string vide. Et après, si vraiment votre variable, c'est un objet complexe et que vous ne pouvez pas l'initialiser, comme là, tu vois, il a initialisé un objet vide, bah là, dans ce cas, il aurait très bien pu mettre, voilà, juste ça, il n'initialise pas, et là, il met son point d'interrogation. Parce que le problème avec un objet vide, c'est que if un objet vide comme ça c'est true. Donc ça, la condition, elle va passer quand c'est un objet vide comme ça. C'est pour ça que c'est dangereux de mettre un objet vide. Alors que là, s'il met le point d'interrogation, et que là, dans son code, si quelque part il a match by league, bah ça va pas passer. Ça, c'est faux. Tu vois? Parce qu'il ne l'a pas initialisé. Donc voilà, évitez d'initialiser des objets vides. Mettez plutôt le point d'interrogation là pour dire que le truc, il est peut-être undefined aussi. Après, là, injection de dépendance. Ici, je regarde rapidement le truc. Là, il a mis le onInit. Est-ce qu'il l'a mis ici, le onInit? Ouais. Initialize storage. Donc, rappelez-vous que dans le constructeur, le code ici, il va s'exécuter avant le onInit. Ça, c'est une spécificité d'Angular aussi. Le cycle de vie d'une application Angular, c'est ça. Hein. C'est d'abord le constructeur, après c'est le onChange, après c'est le onInit, après c'est blablabla, et à la fin c'est le onDestroy. Donc là, il l'a mis ici. Bon, après ça, en vrai, tu peux le mettre ici ou tu peux le mettre ici. C'est pratiquement la même chose. Bon, là, on va le laisser. Il l'a mis là, ça marche aussi. Moi aussi, des fois, je le mets dans le constructeur. Et là, il va commencer à récupérer les matchs. Donc, je regarde la méthode. Donc là, il définit le isLoading à true, has error à false. OK, ça très bien. Error message. OK. Bon, en vrai, tu vois, ça aussi. Ça, c'est dupliqué, tu vois. Pour moi, tu n'as pas besoin d'avoir le has error là. Parce que le has error, si je regarde dans ton code HTML, je suppose que tu as une condition if, ici, ouais, tu l'as mis ici. Tu vois, has error, t'affiches. Non, quoique là, c'est s'il est à false. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, tu affiches ça. Et si jamais il y a une erreur, donc c'est celui-ci, là, tu affiches le message d'erreur. Mais en fait, tu peux le virer, le has error. Ta condition, c'est le message d'erreur. Si le message d'erreur existe, c'est qu'il y a une erreur. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir le has error. Donc ça, moi, le has error, je l'aurais viré et j'aurais tout mis là sur le error message. Parce que ça aussi, c'est du truc, mais if, une chaîne de caractères vide, if this error message, ça, c'est false. Parce que c'est une chaîne de caractères vide. Par contre, si je mets un truc, ça va passer à true, mais ça, c'est false. Donc, tu vois, c'est exactement la même chose au final. Donc, pour moi, le has error, là, tu n'en as pas besoin. Le isLoading, je suppose que c'est parce que tu affiches un spinner dans ton HTML. Donc, le spinner, c'est le truc qui tourne à l'infini, enfin, pas à l'infini, qui tourne pendant que c'est en train de charger. Là, tu fais ton appel API, try catch, très bien. Donc là, le has error, on a dit qu'on peut le virer. This loading false. Finally, this loading false. Moi, je ne le mets jamais, le finally, tu vois. Même si tu l'enlèves, ça, c'est exactement la même chose. Tu vois? Parce que le finally, voilà, ça te fait du code en plus. Mais là, c'est la même chose. Tu vas rentrer dedans une fois que ça sera terminé. Peu importe que ce soit réussi ou que ce soit une erreur. Le finally, c'est pareil. Même si une erreur réussie, tu vas rentrer dedans. Donc là, erreur message, erreur blablabla. Ça aussi, tu l'as mis en français. Moi, je l'aurais mis en anglais. Et j'aurais utilisé le pipe. J'aurais juste mis mon message comme ça. Error message loading match. Voilà, j'aurais mis un truc comme ça. Et après, dans ton front-end, quand tu affiches le error, là, je mets le pipe translate pour la traduction. Comme ça, là, tu as un truc directement traduit dans toutes les langues. Et là, bah, la traduction, tu viens la mettre ici, là, dans ton fichier de internationalisation. Internationalisation. Donc là, voilà, tu rajoutes ton machin comme ça. Et là, tu écris ton message d'erreur. Donc, allez, on retourne dans le code ici. Misc servir, blablabla. On va voir ce que ça fait le getMatch API. Voilà. Donc là, première autre erreur que je vois. Bon, tu fais tout ça, mais là, l'erreur, tu la try déjà ici, tu as mis un try catch ici. Ici, tu renvoies pas d'erreur. Tu renvoies même pas d'erreur. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, tes erreurs, tu les catches deux fois. Tu les catches une fois ici. Et c'était où? C'était à la ligne 58. Et tu les recatches là. À quoi ça sert, ça? Pour moi, ça sert à rien. Tout ça, là. C'est même le load match. Tu fais pas le load match, tu fais directement ça, là. Le load match, tu l'appelles ici. Voilà, j'aurais fait ça directement. À quoi ça te sert le truc load match? J'ai vu que tu l'appelles aussi dans ton HTML. Ça. Voilà. Et là, le load match, bah, tu n'en as pas besoin parce qu'il fait exactement la même chose. Il n'y a pas de plus-value là. Donc ça, je l'aurais viré. Après, open match. Donc là, tu affiches les publicités pour AdMob. Je regarde show interstitiel. Ça, c'est les interstitiels, c'est les publicités. Try machin. OK, ça, très bien. On en était où? Ici. Donc là, tu affiches les publicités. Ça, tu l'avais mis au début, mais tu vois, toi, tu voulais mettre... Ça, au début, il avait mis un code parce qu'il ne savait pas que sur AdMob, tu peux régler la fréquence des publicités. Tu peux dire, pour chaque session, donc pour chaque utilisateur, je veux maximum afficher
3 publicités toutes les 10 minutes. C'est toi qui choisis les 2 champs. Donc là, à la place de 3, tu peux mettre 1, 10, 100. Et à la place de 10 minutes, tu peux mettre 50, 100. Tu peux choisir les minutes, tu peux choisir les heures, tu choisis ce que tu veux. Moi, en général, je mets 2 publicités toutes les 10 minutes, je crois, un truc comme ça. Et là, bah, tu n'as pas besoin de gérer toi en front-end. Toi, c'est juste que tu affiches les publicités tout le temps. Et si jamais tu atteins la fréquence, donc pour un utilisateur, si jamais tu as mis une publicité toutes les 10 minutes, il va avoir la publicité la première fois et après, pendant 10 minutes, même si tu appelles ça, là, le show interstitiel, ça ne va pas marcher, ça va rentrer dans l'erreur là. Parce que justement, tu as mis la fréquence, tu as capé la fréquence. Donc ça, tu peux juste mettre ça, ça suffit largement. Ensuite, là, tu affiches ta modale ici. Là, tu crées ta modale. Donc ça, c'est ce qui se passe quand il a cliqué et qu'il ouvre le truc. OK. Modal ads, enter animation. Ça, je sais que c'est de l'IA. Quand je vois des trucs comme ça, je pense que ça, tu l'as fait avec l'IA. Méthode pour les animations. Donc ouais, bon, moi, je fais pas les animations par défaut. Elles me suffisent largement. OK, donc là, bah, du coup, vu qu'on a viré le loading, je sais plus. Ah non, c'était l'autre méthode. Du coup, il faut que tu le rajoutes ici, là. Du coup, là, tu remets le this.isLoading à true et this.error message, tu le réinitialises comme ça. Là, try catch. Là, je pense que tu as remis le. Bah non, tu vois, là, tu l'as pas remis le. Putain, pourquoi tu as deux try catch? Try. Alors, try, si tu rentres là-dedans et que la réponse, elle est nulle, ça aussi, tu n'as pas besoin de faire ça, le égal égale nul, non, tu mets juste le point d'exclamation ici. Comme ça prend en compte le undefined aussi, parce que là, tu as mis le nul. Mais ça ne prend pas en compte le undefined et le nul, c'est deux trucs différents. Donc là, tu affiches un message d'erreur si la réponse est vide. Mais ce n'est pas normal que la réponse soit vide. Si la réponse est vide, renvoie une erreur directement. Ça fait le check dans ton backend. Donc là, tu vois que tu appelles getMatchAPI. Je regarde c'est quelle méthode. Backend, c'est football data, c'est getMatchAPI. Donc là, si je vais dans le backend, du coup, c'est, vous voyez que ça, football data, comment je sais c'est dans quel fichier? Là, il a marqué football data. Donc, dans le backend, je vais regarder dans le index.ts, football data. Ici, les imports, ça correspond au fichier qui s'appelle football data. Donc, je sais que c'est dans ce fichier-là. Et après, la méthode qui est appelée, l'API, c'est getMatchAPI. Donc, je sais que dans ce fichier-là, tu as une API qui s'appelle getMatchAPI. C'est ici. Et là, quand tu retournes la réponse au front-end, donc ça, normalement, tu la retournes ici, et bien là, tu vérifies. Si, oh là là, si le match DB, des fois l'IA, ça saoule, ça remplit des trucs de merde comme ça. Donc si ça, c'est censé être un tableau, je pense que c'est un tableau, parce que là, il me l'a mis, je regarde, tu l'as défini comment? GetMatch by date, est-ce que ça retourne un tableau? Tu as mis any, ça aussi, il faut typer là tes variables. Je sais pas, ça retourne quoi? Ouais, ça retourne un tableau. Donc là, tu mets any tableau, c'est un truc de type tableau, donc ça retourne un tableau. GetMatch data, donc là, ça retourne un tableau, et si jamais il y a une erreur, est-ce que tu retournes un tableau vide? Donc là, s'il est vide, tu retournes un tableau vide. Ça aussi, il ne faut pas retourner un truc vide, tu retournes tout le temps un tableau vide, mais ça, tu ne le mets pas ici. Ça, tu le mets ici, directement. Voilà. Ça te retourne tout le temps un tableau vide. Et là, je regarde dans mon code où tu l'appelles, ici. Donc ça, je sais que maintenant, ça, c'est un truc de type tableau. Après, bon, il ne faut pas mettre le any, hein. Tu mets ton tableau, je ne sais pas ce que c'est. Et là, à la fin, avant de vérifier, tu mets ça, point length. C'est tout. Donc, si jamais le tableau il est vide, alors tu renvoies une erreur. Et pour renvoyer une erreur avec Firebase, c'est ça, c'est cette ligne-là. Et là, vu que tu vas renvoyer une erreur, il ne va même pas aller jusqu'ici. Le code va s'arrêter ici, ça va retourner une erreur. Donc là, tu renvoies ton erreur. Ton erreur, ce n'est pas authenticate. Ton erreur, c'est de type, je ne sais pas, tu peux mettre not found, par exemple, s'il n'a pas trouvé le truc. Et là, tu mets empty machin. Empty data. Donc là, ça retourne une erreur. Ça veut dire que dans ton front-end ici, cette condition-là, tu ne l'auras jamais. Parce que si c'est vide, tu le vérifies déjà en back-end. Donc si c'est vide, tu rentreras dans le catch ici. Donc là, tu n'as pas besoin non plus du else, on le vire. On le vire. Ça, tu n'as pas besoin parce que tu l'as initialisé ici. Bon, tu as mis plein de console log, ok. Donc là, une fois que ça c'est fait, là, tu viens organiser ton code. Ça, on l'a viré, on n'en avait plus besoin. Et voilà, donc ça, c'est pour afficher l'erreur. Donc ça va t'afficher un toast dans ton code avec le truc d'erreur. Donc ça, très bien. Format date, il n'est pas utilisé, donc tu le vires. Get statut color. If statut ça, pareil, tu n'as pas besoin de mettre le else.
Parce que tu n'as que ça, en fait. Donc, c'est soit il est vrai, tu retournes success. Donc, success, c'est la couleur verte. Attends, j'avais pas vu la ligne du dessus. Du coup, à quoi ça sert, là? Si le statut n'existe pas, tu retournes warning. Si le statut existe, tu retournes success. Donc, en fait, fais ça directement. Tu retournes ça, tu vires, ça, tu vires, et ça, tu vires. Là, c'est exactement la même chose, là, ce code, en moins de lignes. Donc, allez, on date selected, ok, donc là, blablabla. Bla, bla. Moi, j'aime bien mettre les Elvis opérateurs, les gars. Pensez à les mettre à chaque fois. Quand c'est quelque chose de type any, vous savez pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est un truc vide. Et si c'est un truc vide et que tu fais event.detail.value, ça va te péter une erreur. Et même là, tu vois, iOS, non, ça aussi, c'est pas bon de faire ça. Donc là, vous voyez que là, les Elvis opérateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est exactement si tu faisais if. Avant, il fallait le faire comme ça. Avant que les opérateurs avec les points d'interrogation existent, il fallait faire comme ça. C'était relou de malade. If event, end, event.detail. End, event.detail. Vous voyez comment c'est long? Il fallait d'abord checker là. Après, le premier nœud, tu vérifies s'il existe. S'il existe, tu vas vérifier le deuxième nœud à l'intérieur du premier nœud. Et des fois, tu as des trucs à rallonge comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé ce truc de Elvis Operator là, avec le point d'interrogation. Donc là, ça, je ne sais pas s'il existe. Donc, tu n'as pas le droit de faire le split. Ça se trouve, il n'existe même pas. Donc, tu vérifies que le ISO string existe avant de faire ça, avant de faire le reste. Donc, tout ça là. Tout ça là, voilà, tout ça, tu le mets dans ta condition if ici. Et là, pareil, avant de récupérer le tableau à l'index 0, tu vérifies que le if date only, il existe, et le length. Donc ça, vous voyez, le supérieur à 0, ça ne sert à rien aussi. Vous mettez juste length comme ça, et là, seulement si ça existe, alors tu viens faire date only égale date only 0. Et là, tu le définis comme une variable, ce n'est pas une constante parce que tu le réinitialises ici. Et là, ensuite, tu récupères tes matchs, là, modal, this modal get top, modal dismiss. Ouais, bon, moi, j'aime bien mettre le await, je suis parano. Donc là, this get match API, et là, tu viens récupérer ton truc. Donc là, tu affiches le loading, ok. Bon, en vrai, dès que tu as un await, je prends l'habitude de... Moi aussi, des fois, je le mets en dehors du catch, mais là, c'est seulement pour afficher le spinner, donc ça envoie jamais d'erreur, ça. Mais mets-le quand même dans le try, on ne sait jamais. Get match API, ok, match, respond data, ça très bien. Ça aussi, quand c'est nul, tu vois, vu que le match, on sait que c'est un tableau, bah, si ça n'existe pas, tu mets où ça? Ou tu le définis comme un tableau vide si jamais le response data, il est vide. Ok, ça c'est juste pour tes consoles log. Tac, après tu appelles group match by league. Ça aussi, pour moi, tu n'as pas besoin de l'initialiser comme un truc vide, ou bien tu l'initialises en undefined. On l'a mis au début avec le point d'interrogation. Donc là, tu réinitialises ça. Là, tu fais ton league, match, league name, autre. Pareil, anglais, les gars. N'oubliez pas que quand vous faites des applications, vous ciblez la terre entière. Donc là, tu mets ça, et après ton league name, dans ton front-end, tu n'oublies pas de mettre le pipe. Donc le pipe, c'est la ligne verticale. Dans ton front-end, tu mets le pipe translate pour lui dire de bien traduire en fonction de la langue que l'utilisateur aura sélectionnée. Et là, vous voyez qu'il a tous les fichiers de langue ici. Donc les fichiers de langue, à gauche, c'est la clé, ça ne change jamais. Et après, à droite, il vient changer le texte. Donc là, tu vois, advice to come, en français, c'est conseil à venir. Et en anglais, advice to come, c'est advice to come. Donc, ciblez la terre entière quand vous faites une application. Donc, et la langue par défaut aujourd'hui dans le monde, c'est l'anglais. Donc, vous mettez tout le temps votre texte en anglais. On en était où? Tab ici. On va fermer le reste. On continue. Donc là, if ça, this match by league. Mais attends, c'est pas logique ce que tu as fait, parce qu'avant, c'était ça. Donc en fait, tu rentres jamais là-dedans. Parce que là, ton match by league, tu l'as défini comme un objet vide. Donc ça, cette condition, en fait, j'ai l'impression que tu vas jamais rentrer, tu rentreras jamais dedans à cause de cette ligne-là. Donc il faut que tu revoies ta logique, mais là, à mon avis, cette ligne-là, elle n'a rien à faire ici, ou bien ce code-là n'a rien à faire ici. Mais je pense que c'est plus cette ligne-là le problème. Donc là, tu parcours tes matchs, et si ça existe, alors tu viens push le match. Ok, et après là, tu viens les trier par ordre alphabétique. Ok. Ok, après get league, return league, blablabla.
ou ça, donc ça, très bien. Là, tu as mis ça, égal, égal, ça aussi, les triples égales, c'est très bien. Ça vérifie aussi le type en plus de la valeur. Et voilà. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, on va voir la modale, à quoi elle ressemble. Donc, la modale que tu appelles, elle est où? Modal create, c'est celle-ci. Donc ça, c'est quand tu cliques et qu'il y a la modale qui vient s'ouvrir, je sais que c'est ce composant-là. Donc allez, on va analyser ce composant-là. Donc là, current length, tu as mis le point d'exclamation. Ça, vous le mettez. Quand vous ne savez pas si la valeur existe ou pas, tu mets un point d'interrogation. Si tu es sûr que la valeur, elle va exister plus tard dans ton code, en général, c'est lors de l'initialisation du composant, tu es sûr que cette valeur-là sera définie, elle ne sera pas undefined, alors tu mets le point d'exclamation. Donc là, input, donc ça veut dire que c'est des données qui sont transmises depuis le code où tu appelles ton composant. Donc là, dans ton composant, on voit que tu lui passes le match en paramètre dans component propre. Et ça, c'est pour ça que tu mets qu'il a mis le input ici pour pouvoir le récupérer, ce match qui est passé en paramètre. Donc ici, nul, nul, ça aussi, mets point d'interrogation là, c'est plus simple. Et là, tu n'as pas besoin de faire ça, juste ça. Match score. Tu vois, le E, normalement, c'est pour les énumérations. Là, c'est bizarre de le mettre comme ça. Ah oui, mais en fait, il l'a mis comme ça parce que là, tu as mis, une minuscule. Il aurait mieux fallu mettre une majuscule comme ça. Quand vous changez votre code, pensez bien à faire ici, hein, sinon juste le rename. Et là, on rename directement comme ça. Et comme ça va mettre à jour partout dans le code où c'est appelé. Donc là, voilà, ça, c'est bon, c'était rapide. Maintenant, on va passer au back-end. Donc là, le back-end, les appels API que tu exposes, tu as les users, OpenAI, Football Data, le cron job. On va juste regarder là le Football Data pour pas que la vidéo fasse 10 piges. Donc allez, ça c'est l'appel API qui renvoie les matchs. Donc là, les données utilisateurs, au début, toi, tu récupères la date. Date, machin, split, date, ok. Donc là, ouais, il n'a pas besoin de faire le check parce que là, le new date, ça, on est sûr qu'il existera tout le temps. Parce que voilà, tu demandes juste, donne-moi la date du jour, c'est tout. Donc ça existera tout le temps. Après, là, tu récupères la date. Si la date n'existe pas, alors tu récupères la date du jour. Est-ce que tu l'utilises ailleurs, là, ce toDate date? Tu l'utilises à la ligne 25-53, ouais. Si jamais tu l'utilisais que ici, je t'aurais dit de le mettre que à l'intérieur ici. Mais vu que tu l'utilises ailleurs, bah, tu es obligé de le mettre en dehors. Ensuite, ça, c'est pour vérifier si l'utilisateur est connecté. S'il n'est pas connecté, tu renvoies une erreur. Mais toi, là, ça veut dire que ton truc, ils n'ont pas besoin de se connecter pour voir la liste des matchs. Donc, tu n'as pas besoin. Après, là, tu récupères les matchs en fonction de la date. Donc là, tu vas venir taper directement dans la base de données. Donc là, collection, liste, match. OK. Là, pensez à utiliser un maximum d'énumération, hein. Moi, ce que je fais dans mon code, c'est que voilà, là, je crée une énumération. Je l'appelle export enum i collection. Tac, tac. Et voilà, et là, je mets toutes mes collections comme ça. Donc là, toi, ça veut dire que ta collection, là, tu l'as. Même ça, mettez des noms en anglais. Tout en anglais. Pourquoi en anglais? Parce qu'on ne sait jamais. Imagine un jour ton application, elle cartonne, il y a un mec qui veut te la racheter. Bah, ouais. Et le mec, c'est un Américain. Bah, lui, il a envie de voir pas liste des matchs. Lui, il veut voir un truc qui s'appelle match list. Tu vois, un truc comme ça. Et ça, bah, pareil, tu le mets dans ton énumération ici. Ici, match list. Et là, tu viens copier l'énumération ici. Parce que là, je pense que ton truc là ton nom de collection, il est utilisé de partout. Tu vois, même ici, tu le réutilises. Là, la règle, c'est simple. Dès que vous avez une chaîne de caractères comme ça, peu importe ce que c'est, si elle est présente plus de une fois dans votre code, juste 2 fois, ça veut dire à partir de 2 fois ou plus, créer une énumération. Parce que là, le problème, si jamais tu veux changer le nom de ta collection, tu dis, attends, en fait, ouais, je vais renommer le machin. Ben voilà, il va falloir que tu renommes. On va voir partout où c'est utilisé. Tu l'utilises 2 fois, 3 fois parce que je viens de changer avant. Il faut que tu penses à changer ici, plus la 3e fois où j'ai changé avant. Alors que si tu fais une énumération, tu veux changer ton nom, pas de problème, tu le changes juste ici. New name, voilà. Une fois et ça va s'appliquer de partout dans ton code. Donc c'est à ça que ça sert les énumérations. Ne jamais mettre de chaîne de caractères comme ça dans votre code, en front-end ou en back-end, peu importe, hein. Si c'est utilisé plus d'une fois, ne jamais mettre de chaîne de caractères comme ça. Donc là, on en était où? On en était à regarder cet appel API. Là, donc là, tu vas récupérer les données en base de données et où la date, elle est égale à ça. Matchref, get, OK. Donc là, snapshot empty, tu retournes ça. Là. Ouais, bon, moi, pour éviter de faire 2 return comme ça, tu peux aussi très bien faire si ce n'est pas vide. Tu fais l'inverse. Donc là, le point d'exclamation. Si ce n'est pas vide, alors tu fais ça. Et voilà, là, on a économisé une ligne.
Et là, tu fais ton return à la fin. Donc, si ce n'est pas vide, tu fais ça. For each, blablabla. OK, ça, c'est bon. Ensuite, on continue. Ça aussi, si c'est égal à 0, alors tu viens récupérer les matchs du jour. Donc ça, c'est si l'utilisateur passe une date en paramètre. Hein. Donc s'il donne une date en paramètre, s'il n'y a pas de date, tu récupères la date du jour. Mais c'est la même chose là. Ça fait exactement la même. Ah non, là c'est get match by date. Et là, c'est get match. Par contre, là, tu vois, le length, tu n'as pas besoin de le faire aussi. Tu fais juste ça. Si c'est pas égal à 0, juste ça, c'est exactement la même chose. Alors, tu viens cette fois, tu viens récupérer. Mais c'est bizarre, le nom de tes variables. Lui, il est bon, get match by date, tu passes la date en paramètre. Mais là, tu passes aussi une date en paramètre. Et tu passes la même date en plus. Donc, tu passes la même date, sauf que cette fois... Ah, et là, tu vas faire l'appel API. OK. Donc là, ça veut dire que tu vas, là, tu vas taper dans ta base de données à toi, alors que là, tu vas faire un appel API vers l'API que tu utilises. Donc là, et si ça, c'est bon, alors tu retournes ça, tu retournes un tableau vide. OK, donc là, retourne un tableau vide. Bon, tout à l'heure, dans le code, on a vu que si c'était vide ici, alors on renvoyait une erreur. Donc ça, c'était juste pour vous montrer, mais apparemment, il gère les erreurs, les tableaux vides en front-end directement. Donc ça ne sera jamais vide, parce que n'oubliez pas qu'un tableau vide, un tableau vide en JavaScript, c'est true. Hein. Donc il faut vérifier la longueur du tableau. Hein. Donc allez, quoi d'autre? Unfinished match, match.length, ça aussi, tu n'as pas besoin, ça suffit. Parce que le 1 en JavaScript, c'est égal à true, 0, c'est égal à false. Donc tu n'as pas besoin de lui dire si c'est supérieur à 0. Là, tu fais ton truc, si le match updated, return, mat, promise hold, ça aussi très bien pour essayer d'optimiser le temps. Au lieu de faire les appels les uns à la suite de l'autre, le promise hold, ça sert à ça, ça va faire plein d'appels API en parallèle. Ça va pas attendre que le premier se termine, après tu fais le deuxième, après tu fais le troisième, machin, ça prend 10 pistes sinon. Donc là, si la date, elle est égale à la date du jour, alors tu récupères la date de maintenant. OK, là, pareil, tu n'as pas besoin de mettre ça. Bon, ça, c'est du détail. Hein. Tu as mis des console log, et là, tu viens mettre à jour le match. Tu passes le match en paramètre ici. Là, si le match n'existe pas, ou... Tu vois, ça, c'est pas normal que tu aies ça. C'est soit c'est un tableau, soit c'est pas un tableau. Enfin, soit c'est un tableau, soit c'est un tableau vide. Il ne faut pas que ce soit un tableau ou rien. Donc là, en l'occurrence, toi, soit c'est un tableau. Là, toi, tu le mets en dehors à la fin. Voilà, donc tu n'as pas besoin de faire le if c'est vide. C'est ça, c'est tout. Et après, si vraiment tu as peur, là, ce que tu as fait, ça, soit ça c'est vide, soit le tableau il est vide, tu aurais pu le remplacer juste par ça. Ça marche aussi. Juste comme ça. Et après, la start, machin, new match, OK. Donc là, tu as le droit de faire le 0 ici parce que tu as vérifié la longueur avant. Donc ça, très bien. Timestamp, return match, update match. Ah, mais en fait, update, OK, tu fais juste... c'est pas update dans la base de données. Donc là, tu mets juste à jour le format de ton match. Tu viens lui rajouter des paramètres. OK, là, la date. Donc, vous voyez que c'est vraiment des petits détails de code à chaque fois. Mais c'est ces petits détails-là qui font la différence entre un développeur junior et un développeur un peu plus expérimenté. Et pareil, ça ne prend pas énormément de temps à faire à chaque fois. C'est juste du détail. Et voilà, typiquement, c'est les try-catch. Moi, c'est ça que je vois, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est des gens oublient de mettre des try-catch et après, le reste, c'est juste de l'optimisation. Donc, merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.